L'un des chapitres de l'ouvrage L'État du Cameroun de François Bayer est intitulé Le rôle du Parlement, qui explique que dès les premières années de l'indépendance, il y avait une trop forte prééminence du chef de l'État sur le pouvoir exécutif et l'appareil administratif, mais qui n'était nullement équilibré par le Parlement. Au niveau des États fédérés, la crise de 1962 mit un terme à la longue agonie de l'Assemblée législative du Cameroun oriental. En revanche, le Cameroun occidental a connu jusqu'en 1966 et même au-delà une vie parlementaire appréciable. Parallèlement à l'Assemblée législative, l'Assemblée des chefs, très favorable à John Foncha Ngom Choa, de concert avec la conférence des chefs, une structure périodique non reconnue par la Constitution, contribuait à la définition de la politique régionale en adressant des recommandations au gouvernement. La disparition du multipartisme, la nomination autoritaire de Solomon Tanden Mouna au poste de Premier ministre, la révision constitutionnelle de 1969 étouffèrent à terme l'Assemblée législative et mirent au pas l'Assemblée des chefs hostile à Tanden Mouna. Le gouvernement modifia les règles de recrutement de cette dernière et lui enjoignit d'avancer des propositions en matière de réforme du droit coutumier, autrement dit, de préparer son suicide. Pour le Parlement, la Constitution de 1972 a, dans l'ensemble, repris les dispositions de celle de 1961, révisée en 1969. Néanmoins, les pouvoirs de l'Assemblée, qui est passé de 50 à 120 membres, ont été encore un peu rognés. En seconde lecture, dont l'initiative est désormais réservée au chef de l'État, le droit de veto des 5 députés anglophones disparaît naturellement. De plus, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, peut saisir directement le peuple par voie de référendum sur tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et les institutions internationales. Mais d'un autre côté, l'institution parlementaire semble valorisée. En assurant l'intérim de la présidence de la République en cas de vacances, le président de l'Assemblée nationale devient le second personnage de l'État. Amadou Ahidjo a également chargé un ministre délégué à la présidence des relations avec le Parlement. Et enfin, la nouvelle constitution stipule que l'Assemblée nationale peut surveiller l'activité gouvernementale par voie de questions orales ou écrites et en constituant des commissions d'enquête sur des objets déterminés. Innovation expressive qui ne modifie pas le déséquilibre établi au profit de la présidence de la République. Dans un système de parti unique, le vrai problème a trait aux relations entre le parti et les institutions. Statutairement et idéologiquement, celles-ci sont l'émanation de celles-là. Le régime, c'est-à-dire la forme, la nature des institutions publiques apparaît ainsi comme étant la superstructure du parti. En d'autres termes, le régime apparaît comme moyen, instrument d'action publique du parti, comme le dit un représentant de l'aile du Pierre Camé. Et comme on le savait déjà, le parti émanait de la personne du président Ahidjo, dont par effet de transitivité, les institutions et le Parlement. De l'avis unanime de ceux qui ont travaillé avec lui, relève François Bayer, Amadou Ahidjo assume pleinement la responsabilité du pouvoir et gouverne seul. Il ne semble jamais avoir eu à ses côtés un conseiller attitré, une éminence grise. Avant de prendre une décision, il multiplie les audiences, les contacts, recueille un maximum d'avis différents parmi lesquels il tranche souverainement. Démarche lente qui contribue à retarder ses choix et à le faire taxer d'attentisme. Cette impression est accentuée par la préférence qu'il accorde aux solutions peu spectaculaires et son souci d'éviter les remous, d'où une certaine préoccupation de ménager l'adversaire et de ne pas l'accabler dans la défaite. Les disgrâces sont brutales et généralement passagères. Amadou Ahidjo utilise les hommes, les écarte quand ils sont usés, les appelle à nouveau lorsqu'ils se sont refaits. Peu influençable, patient, habile, secret, la personnalité de Amadou Ahidjo a facilité la présidentialisation du régime. Selon certains, le président avait tendance à s'isoler et à se refermer sur une équipe restreinte. Il n'aime guère les têtes nouvelles, accorde moins d'audience qu'auparavant. Le départ de ses collaborateurs français qu'il avait conservés auprès de lui après le 1er janvier 1960 comme conseiller l'a privé d'une source d'informations précieuses, car libre, n'ayant rien à gagner ni à perdre, ceux-ci n'avaient rien à cacher. Désormais, tout le monde a peur du chef de l'État, car personne n'est sans reproche, qui n'a eu aucune faiblesse à l'égard d'un frère ou de l'argent public, qui n'est subversif, puisque seul Amadou Ahidjo sait ce qu'est la subversion, puisque la subversion se définit par rapport à lui. Par crainte, par respect ou par affection, on ménage le président grand camarade. Comme le remarquait l'effort camerounais, l'auto-intimidation inhibe dans son entourage la liberté de critique.
En conseil des ministres ou lors des réunions au sommet du parti, c'est le chef de l'État lui-même qui invite ses collaborateurs à donner éventuellement leur point de vue, mais jusque-là, combien osaient? C'est de ce président tout-puissant qu'émanait le parti, dont émanaient les administrations et les institutions, et en fin de compte, le Parlement, c'était lui. Les choses sont-elles différentes aujourd'hui en 2026? Peut-on parler du Parlement sans voir l'ombre